Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Alors, moi, j'ai étudié technologie pour plusieurs années entre l'Europe et l'Amérique surtout. Et après avoir étudié comment la technologie peut positivement avoir un impact sur notre planète, j'ai décidé de devenir un investisseur sur toutes les solutions que la technologie peut apporter positivement à notre humanité. Et donc, je suis aujourd'hui un investisseur sur tout ce que ça a à voir avec la technologie et son impact positif sur les planètes. Très bien, merci beaucoup. On parle beaucoup de large language models, de ces modèles qui prennent beaucoup d'énergie. Mais est-ce que ces modèles-là sont nécessaires, sont tout le temps nécessaires? Y a-t-il des applications où on peut faire de manière plus efficace et avec des modèles réduits? Oui, donc on peut dire qu'aujourd'hui, tout le monde il a appris comme les large language models, donc LLMs, il peut aider dans plusieurs domaines, d'accord? Donc, mais jusqu'à récemment, jusqu'à il fait 2 ans, tout le monde il faisait très bien son travail sans cette technologie, d'accord? Mais dans mon expérience, je peux dire que grâce à cet instrument, on peut avoir accès à des solutions très, très précises et spécifiques qu'avant, on ne pouvait pas même imaginer. Et donc, pour répondre à votre question, je pense qu'ils sont aujourd'hui très, très utiles pour résoudre des problématiques qu'avant, on n'a pas arrivé à résoudre. Utiles certainement, mais pas indispensables, en tout cas pas systématiquement. Peut-être pas indispensable, mais je pense que cet outil, c'est tellement ample, les problèmes qu'il peut résoudre, et que c'est trop tôt pour dire si c'est indispensable ou non. Peut-être que dans quelques années, on aura la réponse à cette question pour dire que oui, en fait, c'était indispensable de créer cette typologie de logiciel. Créer, innover et mettre ça sur le marché, certainement. Mais il est possible de prendre ces modèles-là et de les réutiliser dans d'autres applications sans les réentraîner, c'est-à-dire sans utiliser toute l'énergie pour entraîner ce genre de modèle. On parle par exemple de techniques de transfer learning, de modèles de Edge AI, etc. Donc, ces modèles qui sont extrêmement réduits. J'aimerais partager une pièce à conviction. C'est un rapport qui détaille ces avancements dans le monde de la recherche, ces modèles qui sont carrément utilisés au jour d'aujourd'hui, par exemple des applications de détection d'anomalies, où on n'a pas forcément besoin de toutes ces données et de tous ces entraînements. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense on est au tout départ de la découverte des potentiels que cette logiciel ils ont. Donc, c'est un peu trop tôt pour avoir une réponse à cette question. Dans mon opinion, sur la base de mon expérience, ça sera, oui, indispensable de faire la collection de toutes ces données et utiliser malheureusement un peu d'énergie. Mais je suis consciente qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui pour utiliser le moins possible d'énergie pour avoir les réponses qu'on cherche. Madame Andriotto, permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous développez des modèles IA? Personnellement, je ne développe pas les modèles IA, mais j'étudie beaucoup de solutions et j'investis sur les solutions que je crois qu'elles sont efficaces. Qui sont partagées par la large communauté, pas forcément par les experts. Oui, bien sûr. Très bien. Laissez-moi passer à une autre question. L'IA est utilisée aussi pour la durabilité. Elle peut aider dans ce contexte-là. Pouvez-vous nous donner des exemples où l'IA est utile pour l'environnement ou pourrait être utile pour l'environnement? Plusieurs exemples. Alors, déjà sur la durabilité, un des plus grands challenges, bien sûr, que l'humanité rencontre aujourd'hui, c'est les changements climatiques. Hein. Et donc, comment faire pour prévenir ce changement climatique dramatique? Comment on fait? Aujourd'hui, je pense qu'une des solutions, ça se peut trouver dans la technologie. Donc, je vous fais un exemple plus précis. La défense de la mer, par exemple, ou la défense des forêts, d'accord?
On a plusieurs entreprises qui font des études assez spécifiques. Elles collectent beaucoup de données dans les océans. Ils collectent beaucoup de données dans les endroits qui, par exemple, ils ont beaucoup de dégâts à cause des fous, etc. Et grâce à cette donnée, ils arrivent à identifier spécifiquement comment travailler sur la mer, comment travailler sur les forêts, pour faire si que cet endroit, ils vont être reconstruits et rétablis à l'état originaire. Donc ça, sont deux exemples, mais je n'ai pas beaucoup de temps maintenant, mais je pourrais mentionner beaucoup d'autres exemples. Très bien. Permettez-moi de revenir au tout premier point, c'est les Large Language Models. Je suis d'accord avec vous, ils sont indispensables. Là où on diffère, c'est qu'ils ne sont pas systématiquement à être utilisés. Maintenant, si on veut les entraîner de manière plus efficace, il y a de nouvelles solutions pour le calcul. Par exemple, quantum computing, qui est en train d'être développé. Que pensez-vous pourrait être l'impact de ce genre de développement sur l'efficacité d'entraînement de modèles très larges? C'est une question très intéressante et je pense que quantum computer va être le futur de l'informatique. Hein. Et les quantum computers, c'est deux choses. Alors la première, c'est qu'ils sont capables de collecter et d'utiliser un très large base de données. Hein. Et donc, bien sûr, ils vont consommer beaucoup d'énergie. Mais en même temps, il peut nous donner des réponses que les computers, les logiciels traditionnels, ils ne peuvent pas nous donner. Donc, il faut vraiment, et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur ça, sur trouver les balances entre les quantum computers et effectivement les consommations d'énergie. Mon opinion, c'est que grâce à les solutions qu'on va trouver avec les quantum computers, on peut résoudre beaucoup de problématiques. Ça, c'est mon opinion sur la base de mon expertise. Très bien, merci. J'entends bien, l'AI va nous sauver. On va avoir un dataset de tous les arbres de la forêt et on comprendra comment les sauver, tout ça, ça va être super. C'est une histoire de risque-bénéfice. Là, j'ai entendu de la défense que les bénéfices. Quels sont les risques? Quand je tape sur ChatGPT, il me reste dans mon frigo un bout de saucisson, 2 tomates et un poivron. Qu'est-ce que je pourrais faire ce soir à manger? C'est combien de grammes de CO2? Alors, c'est une bonne observation et tout le monde est au courant de l'énergie que l'intelligence artificielle elle a besoin. Hein, et le fait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est à disposition de tout le monde, en pouvant dans notre iPhone utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, chose que c'est disponible aujourd'hui grâce à ChatGPT et les sociétés qui ont rendu disponible l'intelligence artificielle à tout le monde, en fait. Mais je pense que la problématique, il faut résoudre les problèmes à la base. Il faut que les entreprises, les sociétés, les entrepreneurs qui travaillent sur les logiciels à l'origine, sur la création de l'algorithme, c'est eux qu'ils ont à mettre à disposition du public, parce que le public, c'est à la base la plus grande partie des utilisateurs. Je pense qu'à l'origine, si on va résoudre les problèmes, à la fin, on va, pour répondre à votre question, trouver là-bas un petit peu la solution, parce que si on n'a pas à disposition des systèmes qui consomment trop d'énergie, bien sûr, on ne va pas utiliser. Donc, il faut à la base créer des systèmes qui ne consomment pas assez d'énergie. Rémi, on pourrait demander à ChatGPT comment consommer un peu moins. Excusez-moi? On pourrait demander au modèle lui-même comment il pourrait consommer un peu moins. Parce que j'ai entendu la défense qui disait que, grosso modo, en entraînant un peu moins, c'est-à-dire que je roule en voiture, mais quand je suis en descente, je me mets au point mort. Enfin, bon. Peut-être que cette technologie s'était mise à disposition de l'humanité un peu trop tôt, avant de comprendre comment la mettre à disposition sans qu'il consomme assez d'énergie. C'est ça que... Non, mais donc je reviens toujours, risque-bénéfice. Qui, quoi, est-ce que c'est cette cour qui doit imposer un calcul risque-bénéfice? Comme on entend beaucoup de bénéfices, on va être mieux, on va optimiser ci, on va consommer moins là, etc. Mais le coût lui-même, je reviens à la question de départ, c'est-à-dire c'est pas de moi, mais comment ça s'appelle, un cerveau humain, c'est à peu près 25 watts au repos et 100 watts en pointe. Et donc, quand on compare la consommation d'AlphaGo, qui a enfin réussi à battre le champion du monde de Go, c'est, il me semble, 300 kilowatts. Donc, risque-bénéfice, nul.
il ne faut pas le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez, au moins en tout cas, ce calcul, il faut faire le calcul du coût aussi? Moi, je pense qu'une des solutions, c'est peut-être dans ce qu'on appelle en anglais le prompt engineering. Donc, si on arrive à communiquer plus efficacement avec cette technologie, on va certainement à réduire dans une manière significative la consommation d'énergie. Donc c'est auto-nourri. Je demande au modèle lui-même de consommer moins. Enfin, je reviens, c'est-à-dire que est-ce que quelque part une comptabilité carbone imposée par la loi, par des textes de loi qu'on demanderait ici, aurait du sens? Pourquoi pas? En fait, je pense que aussi à niveau législatif, si on arrive à encadrer l'utilisation de l'énergie et l'utilisation de cette technologie, de cette puissance incroyable qu'on a maintenant à disposition, je pense qu'à niveau législatif, on peut faire absolument beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire sur ce domaine, oui. Ok. Merci. Merci beaucoup. La Cour remercie les témoins pour la qualité de leur témoignage. Écoutez avec attention la plaidoirie